Bon matin, midi forme. Le son est toujours bon. La frange est bonne. Allô? Alors, bienvenue à ce nouveau live stream. Je vous avouerai que j'ai à la fois beaucoup de plaisir à faire ça, mais aussi c'est très stressant. Ce sujet-là, c'est un sujet que je me sens le besoin de commenter puis de réagir un peu à ce que je vois dans les médias. Mais c'est aussi pas mon domaine d'expertise privilégié. Donc, j'y arrive vraiment à travers... la phrase est parfaite. Merci, Caroline. J'y arrive vraiment par l'optique de mon vécu de côtoyer énormément de personnes trans. J'habite le village à Montréal depuis 20 ans. J'ai travaillé dans les mêmes clubs. Ceux d'entre vous qui suivent ce que je fais savent aussi que j'ai un passé de prostitution. Puis je me suis aussi prostituée sur les mêmes tracks, les mêmes points de rue qu'elle. Donc, j'ai aussi une optique féministe radicale qu'on va parler. Non, mais sérieux, c'est vraiment stressant parce que je m'attends à un backlash, mais il faut le faire. Puis je vais pas être parfaite, puis je vais être maladroite, puis c'est ça la vie. Ça fait que je pars d'une liste de points que j'ai envie d'aborder, de choses à dire. On va commencer par définir des termes. Donc, parler de la question de sexe et de genre. Je suis aussi quelqu'un qui a un background en sciences, donc j'ai étudié en écologie à l'UQAM. Puis, la science, là, c'est juste absolument factuel, straight, ça ne rentre pas dans les jugements de valeur. La réalité de la chose, c'est que pour les mammifères, que ce soit nous, les animaux, le sexe est une réalité binaire. OK? Puis oui, vous allez me dire, il y a des gens intersexes, absolument. Mais, et encore une fois, faites attention de ne pas vous choquer contre les mots. Quand il y a des personnes intersexes, il y a quelque part des erreurs de recopiage, d'ADN ou de développement des caractéristiques sexuelles, soit à l'intérieur durant la grossesse. Ça peut être plein de types de facteurs. Puis c'est des sujets qu'on ne maîtrise pas encore super bien, mais que justement, je veux qu'on ait cette ouverture à se dire, appliquons le principe de précaution, il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas. Mais donc la sexualité, le sexe en tant que tel, c'est vraiment un spectrum binaire sur lequel on est soit homme, soit femme. Et les gens qui se trouvent entre les deux vont souvent en fait avoir des problèmes de reproduction. Donc leurs organes sexuels, étant donné qu'ils sont ni complètement à un ni complètement à l'autre, vont se retrouver souvent malheureusement non fonctionnels. Donc ça crée des problèmes d'infertilité. Mais à la base, c'est absolument délirant de nier le fait que le sexe chez les mammifères est une question binaire. Là où il l'est pas, c'est chez les plantes. Vous voulez triper à avoir plusieurs sortes d'expressions sexuelles différentes, allez chez les plantes. Il n'y a pas de problème à faire ça. Allez chez les formes de vie, certaines formes de vie unicellulaires. Aucun problème à faire ça. Il y en a même qui font ça tout seul, qui n'ont pas besoin de personne. Mais nous, les mammifères, on est sur un spectrum binaire homme-femme, selon la réalité de la reproduction, en fait. C'est bête et méchant comme ça, là. Ça veut rien dire de plus. Maintenant, l'expression de genre, c'est quelque chose de complètement différent, puis c'est absolument et totalement une construction sociale. Donc, je pense qu'en fait, beaucoup de ce qu'on voit en société en ce moment est une réaction à ces inconforts, à ces prisons de genre-là qu'on vit. Moi, je vais vous dire d'emblée que je souhaite vivre dans un monde où on va pouvoir plus être capable de dire une femme c'est ça, puis un homme c'est ça. Je veux qu'on en arrive là. Moi, je construis des murs, là. Je fais de la construction. Si on regarderait beaucoup des sujets qui m'intéressent, de mes manières d'agir, il y a plein de choses chez moi qui rentrent vraiment dans le spectre masculin. Puis je voudrais que ma féminité, je l'assumais assez tard, en fait. Je suis devenue féministe dans la trentaine, là, sans joke. Avant, j'avais le genre d'attitude face à la vie. Je me disais pas, je suis une femme, donc je peux faire la même chose que les autres, je mérite l'égalité. J'arrivais pas de cette lentille-là. En fait, c'était un peu plus insidieux que ça, plus vicieux. Étant donné mon background d'avoir été beaucoup dans des milieux très masculins, très forts, où je devais affirmer ces côtés masculins-là, je me disais pas, je suis une femme, je suis capable, je vaux la même chose. Je me disais vraiment, je suis faite de la même chose qu'un homme. Ce qui n'est pas nécessairement plus simple, mais ça a été ma manière de fonctionner en société pendant longtemps, puis de survivre. Ça a été de m'approprier les traits masculins et de les faire miens, mais dans une expression physiquement féminine. Fait que toutes les questions de genre, là, sérieusement,
je pense qu'il y a un appel à l'aide des gens, il y a une souffrance immense de tout bord, de tout côté. Il y a des gens qui se reconnaissent pas dans cette binarité-là. C'est absolument correct. Puis en société, il faut respecter et faire de la place à tout ça. Là où j'ai des réserves, puis je suis écœurée, c'est quand j'entends, là, ça délire, là, de dire que le sexe n'est pas binaire, parce que ça, c'est non scientifique de dire ça, c'est factuellement non scientifique, ou de s'aventurer à dire que ça fait préjudice à une certaine minime partie de la population, soit les hommes trans qui ont gardé leur utérus, et par homme trans, on veut dire une personne qui est née femme, mais qui a choisi de devenir homme. Donc, quand on parle de ça, il faudrait comme enlever le mot maternité. Oui, ça a été dit. Je parle pas juste de Gabrielle Bouchard qui se l'est fait reprocher, c'est pas ça. C'est vraiment dans le discours pro-trans, le lobby qui est très hardcore, on entend des choses qui visent en fait à effacer des gains féminins, puis à effacer une réalité strictement féminine biologique, puis c'est là où j'ai un problème, un dérangement. Je vous dis, là, j'ai jamais été aussi pas à l'aise de parler d'un sujet que celle-là. Mon but, c'est pas de heurter. J'ai des amis trans de longue date, des travailleuses communautaires, des deux côtés aussi. C'est sûr qu'il y a énormément plus, je sais pas pourquoi, j'aimerais avoir la réponse, mais il y a énormément de plus de femmes trans que d'hommes trans. C'est quand même intéressant. Donc, on va parler de tout ça. Alors, là, je pense qu'il faut aborder aussi la question de l'intersectionnalité. De ce que j'en ai compris, ce qui m'a été expliqué, la notion d'intersectionnalité au départ, c'était vraiment un cadre d'analyse pour voir comment un certain discours puis un certain combat omettait des doubles et des triples oppressions. Comme par exemple, une femme noire, ça partit en fait des femmes noires, mais la femme noire va vivre une oppression beaucoup plus aggravée que juste la femme. Parce que là, à ça s'ajoute la question raciale, le colonialisme, toutes ces choses-là. Fait que la lentille d'étude, d'observation intersectionnelle, elle est absolument nécessaire. C'est un gain notoire dans notre manière d'explorer les choses. Là où je trouve que ça a dérapé, c'est que c'est rendu qu'on assume que l'intersectionnalité oblige à faire des partenariats qui seraient probablement non naturels, dans lesquels des gens qui n'ont pas nécessairement des affinités de combat se retrouvent à devoir être ensemble. Puis il y a comme un genre de takeover d'espace qui était traditionnellement et durement gagné non-mix. C'est tout ça. La non-mixité, encore une fois, moi aussi, j'ai de la misère avec ça. Dans la sphère publique, la non-mixité, ça me gosse en esti. C'est comme de faire une marche non-mix. Ça m'énerve. Dès que c'est dans la sphère publique, qu'est-ce qu'on fait des alliés? Si on fait une marche féministe non-mix, puis qu'on dit pas d'hommes, mais je m'excuse, mais les hommes féministes, on en a besoin. On les aime, ils sont importants. Ou quand on va dire une marche pour les personnes noires, on refuse les personnes non noires. Mais qu'est-ce qu'on fait des gens qui sont en couple? Si par exemple, moi j'avais un enfant avec une personne noire, cette issue-là deviendrait énormément personnelle pour moi, puis elle passerait à travers le véhicule de la réalité de mon enfant. Donc je me sentirais à ma place d'être un allié dans cette marche-là. Ça veut dire pas d'être en avant, mais d'être dans la marche à quelque part en arrière, en soutien. Donc j'ai pas une misère avec la non-mixité dans la zone publique parce que je trouve qu'elle exclut des gens, puis qu'au final, à la fin de la journée, une fois qu'on aura unpack toutes ces choses-là, il faut comprendre que mon objectif, c'est d'arriver à un point où on n'aura plus besoin de créer ces zones de précaution-là de non-mixité. Mais dans l'état actuel des choses, dans la manière que les gens reçoivent les soins, particulièrement dans les CALAX, dans les organismes féministes qui viennent en aide aux victimes de violences sexuelles, mais tant et si longtemps que la réalité de la violence sexuelle, ça va être une majorité de femmes, une époustouflante majorité de femmes, abusées par des hommes, mais ça va encore une fois prendre ces espaces-là pour avoir des zones de réflexion sécuritaire, pour ne pas être confronté, pour ne pas avoir aussi de questions d'attirance, pour éliminer tout ça, pour faire qu'on a une zone neutre de guérison. Puis d'ailleurs, en ce moment, on voit beaucoup les personnes trans qui essaient de non seulement rentrer, mais prendre la direction d'organismes qui étaient autrefois non-mix et féministes. Puis par exemple, Richard Poulin, qui est un grand militant pour plein de choses, c'est un éditeur, il a fait des travaux extraordinaires sur la prostitution, sur plein d'autres sujets de gauche. Puis, il est un des fondateurs de la CLÉ. La CLÉ étant la concertation des luttes contre l'exploitation sexuelle, l'organisme abolitionniste de la prostitution, au sein duquel je milite et reçois moi-même des soins. Quand la fondation de la CLÉ a été créée, quand ils ont créé la CLÉ au départ, il y a eu une discussion ensemble de décider est-ce qu'on fait un espace non-mix, vu que ça se veut un espace de guérison.
Et ça n'a pas été plus compliqué que ça. Richard Poulain, qui est un des fondateurs, a step down. Il a reconnu le droit des femmes d'avoir cet espace non mixte, puis sa contribution, elle est externe, elle est en allié. À quelque part, lui, c'est un vrai allié. C'est ça que c'est censé faire, un allié. C'est censé apporter à la discussion, rejoindre une population qu'on ne rejoindrait pas. Parce que moi, mon message de maudite radicale choquée, il passe pas avec beaucoup d'hommes. Mais par exemple, imagine que tu es dans une gang de gars, puis il y en a un qui fait une joke vraiment comme déplacée puis misogyne. Mais quelqu'un comme Richard Poulain, je prends lui comme exemple parce qu'il est un des plus connus de nos militants féministes radicales au Québec, ben, il a bien plus de pouvoir de rouler les yeux, de regarder les gars et de dire « OK, garçon, là, grow up », que moi j'en ai. Parce que moi est attaché à moi tout le bac de ce qu'on déteste du féminisme, c'est sans fin. Fait qu'il y a beaucoup de choses à dire. Fait que, je pense que je vais commencer par la question de justement Gabrielle Bouchard. Moi, j'ai trouvé ça choquant. Parce que être femme, c'est une réalité biologique. Et puis, la plupart des oppressions qu'on combat depuis toujours sont des oppressions foncièrement reliées à notre biologie. Donc, par exemple, les droits à la contraception, les droits à l'avortement, le fait que si nous, on se fait violer, il y a le risque de tomber enceinte, qui est un facteur aggravant ajouté déjà à la réalité d'être violée. Fait que c'est pas de dire que les femmes trans ne vivent pas d'oppression, c'est de dire qu'elles sont autres. Et puis, en ce moment, ce que je vois, c'est que c'est dans l'intérêt des femmes trans de ne pas se définir par une réalité biologique, parce qu'elles peuvent pas dire j'ai un utérus, j'ai ci, j'ai ça. Donc, la femme trans tente de se définir par le dogme du choix, le dogme de son identité, toutes ces choses-là, mais elle peut pas vraiment prendre des arguments biologiques puisque ça discrédite, ça fait que c'est comme pas une femme, parce que même si on fait autant d'hormonothérapie ou de chirurgie qu'on veut, ça demeure qu'à la fin de la journée, le corps demeure biologiquement mâle, puis on y applique des mesures pour le féminiser. Mais ça demeure une femme trans va toujours avoir besoin d'aller voir un proctologue puis de faire des suivis pour des maladies typiquement masculines qui sont à l'intérieur de ses organes internes, tu sais. Donc, c'est touché, mais encore plus que ça, c'est la question qu'une personne trans, particulièrement les personnes qui ont transitionné tard, n'ont pas été socialisées femmes. Moi, depuis que je suis toute petite, que j'ai une énorme conscience du risque de violence sexuelle, de ne pas faire tel ou tel comportement. Tu sais, des choses que je me détache maintenant, parce qu'en vieillissant, on sort de la culture du viol, on essaie de dire non, c'est pas ce que je portais, puis non, j'ai pas teasé, puis j'ai pas... Mais donc, la réalité de la femme, les peurs qui viennent avec le fait de juste être née femme, sont des réalités absolument différentes. Donc, moi, j'ai pas l'impression, dans l'ensemble des femmes de qualité qu'on a au Québec, qu'il y avait raison d'aller chercher une femme trans. Puis je comprends comment les femmes trans trouvent que c'est un succès énorme, puisque leur but est une inclusion. Donc, c'est délicat, je le comprends ça. Mais moi, je pense que les intérêts de ces différents groupes-là sont mieux servis dans des organismes différents, et qu'ensuite, elles doivent se rejoindre dans la sphère publique, dans l'intersectionnalité pour dénoncer justement le patriarcat qui nous opprime tous et toutes. Quoi d'autre? Oh mon Dieu. On se fait accuser de les rejeter quand elles tentent de rentrer dans nos organismes qui étaient à la base et durement gagnés et depuis toujours strictement féminins. C'est parce que c'est des espaces de réflexion. Puis quand je vous dis, il suffit qu'avoir la tangente que prend Mme Bouchard de dire on est dans l'oppression de genre plus que dans la question des femmes. Donc, on essaie d'élargir le combat, d'appliquer cette vision assez libérale et moderne de ça serait quoi l'intersectionnalité. Fait que donc on m'accuse de les rejeter, mais moi je dis mais vous auriez peut-être dû avoir la prudence, l'humilité de même pas vous imposer in the first place, ou alors que ce soit un dialogue. Mais là, ça se fait. Mettons là, je te dis, je peux-tu m'asseoir à ta table, puis on t'a rien demandé, puis tout, puis là, à cause que mes raisons personnelles, mes raisons de groupe qui doivent être votées ensemble, peu importe, je refuse. Mais tu m'as mis dans une position où je passe pour la méchante. J'ai l'impression que pourquoi ils n'ont pas créé leurs propres organismes? Pourquoi les personnes trans ne créent pas des organismes spécifiques à leurs conditions, à leurs problématiques, aux violences très particulières qu'elles vivent, aux discriminations particulières qu'elles vivent? Tu sais, si on unpack cette chose-là, en société, là, il y a des gens qui ont foncièrement un dégoût des personnes trans. Où peux-tu adresser ça? Ça n'a pas d'allure d'être dégoûté par les choix d'une personne ou par la manière que ses organes sont. Tout ça, c'est absolument absurde. Si on veut passer à une conscience supérieure et à dire j'ai le droit de tomber en amour avec qui je veux, peu importe la manière que la personne se présente. Si on avait plus de cette
liberté de fluidité de genre et d'expression de genre, je pense qu'on aurait moins de personnes qui ressentent le besoin de passer par des chirurgies et des hormonothérapies aussi drastiques et invasives que le sont le fait de devenir une personne transsexuelle. Juste, des fois, je me mêle les mots. De ce qu'on m'a expliqué, transsexuel réfère à une personne qui a vraiment subi les opérations pour se rendre jusqu'à avoir le sexe désiré, tandis que transgenre ne nécessiterait pas nécessairement d'opération, c'est vraiment plus une idée de s'identifier au genre avec lequel on se sent. Bon, si on parle de ça aussi, on peut dire que nous, les féministes radicales, donc qui s'intéressent à la racine du problème étant le capitalisme et le patriarcat, puis vous allez voir à travers la vidéo les liens que je fais avec le capitalisme et le patriarcat et en quoi l'idéologie trans s'éloigne des objectifs du féminisme radical. Donc, si on regarde ça, la manière que les femmes trans expriment leur féminité passe à travers tous les stéréotypes que nous, on essaie de se débarrasser. Nous, on essaie d'arrêter de porter des talons, d'arrêter de devoir se maquiller, d'associer jupe c'est femmes, robe c'est femmes. On essaie de sortir de ces prisons de genre-là, mais c'est la manière et le véhicule que choisit une femme trans pour exprimer son extrême féminité, ce désir-là. Il y a un conflit d'intérêts là-dedans. Parce que nous, le lobby des femmes, j'utilise pas le mot cisgenre non plus, parce que cis, la manière qu'ils l'expriment, c'est pas à la personne qui est minoritaire à imposer une terminologie à l'ensemble de la population. Là. La presque totalité des personnes, des femmes, n'ont pas nécessairement de graves problèmes avec la notion de genre. Puis en fait, ce qui leur fait vivre des problèmes, j'ai plus l'impression que c'est les prisons sociales et toutes ces choses-là. Je pense pas que d'être femme ou d'être homme en soi soit un problème. Mais quand on en est à trouver ça si compliqué puis si souffrant, je me demande si on vivait dans une société où la fluidité de genre et les expressions sont permises et ouvertes, si on aurait autant de gens qui se rendent à de la détresse humaine, à des suicides parce qu'ils sentent que leur genre n'est pas compatible avec les organes qui sont nés. J'entends toute la souffrance là-dedans, puis ça me désole. Puis je pense qu'on fait un peu fausse route en dénonçant pas la vraie prison. La vraie prison, c'est ces stéréotypes de genre-là, c'est ces pressions-là, c'est le fait qu'à ce jour, on regarde une femme de manière inférieure à un homme, puis il y en a comme tellement de choses à gérer, et s'ajoute à ça le combat et l'idéologie trans, qui est très récente, là. Ça remonte à environ une dizaine d'années qu'il y a vraiment un lobby structuré et organisé. Donc voilà, pour sexe, genre, intersectionnalité. Il y a un fort lien qui me fait peur et qui me dérange entre le lobby trans et le lobby pro-sex work. Vous le savez, je suis une personne abolitionniste quant à la prostitution, ce qui veut dire, je le rappelle, que je pense qu'il faut décriminaliser les personnes prostituées et les protéger et leur venir en aide selon le rythme et la façon qu'elles sont prêtes, mais qu'il faut criminaliser les clients et les proxénètes. Je veux pas vivre dans un monde où on dit aux garçons c'est correct d'acheter une personne. Je ne peux pas vivre dans ce monde-là. Tandis que le lobby trans et le lobby pro-sexuel sont vraiment fucking proches. En fait, c'est souvent les mêmes personnes. Puis il y a quelque chose de pas étonnant dans l'idée que beaucoup de personnes trans vivent de la prostitution à un point ou l'autre de leur vie pour financer une chirurgie. C'est des gens qui subissent beaucoup de discrimination à l'emploi. Encore une fois, parlons des vraies choses. Qui subissent des discriminations graves, les menant à une précarisation puis à de la pauvreté. Donc, la prostitution devient souvent un recours envisagé, sans compter qu'il y a une niche vraiment particulière d'hommes complètement pas assumé, qui en fait tripe fondamentalement sur le corps d'une femme avec un pénis. Donc, je connais aussi des personnes trans qui ne souhaitent jamais faire la transition jusqu'à aller à obtenir un vagin par chirurgie. C'est correct, il y a aucun de ces choses-là qui sont un tabarnak de problème. Il n'est pas là le vrai problème. Le vrai problème, c'est qu'on est en train d'effacer les agendas légitimes liés à la biologie des femmes. Et puis qu'on est en train d'avoir des personnes provenant du lobby trans qui font la promotion de l'industrie du sexe comme étant un travail comme un autre, un choix comme un autre, qui le glamourisent beaucoup. Et elles sont là, mes inquiétudes. Gabrielle Bouchard est pro-sex work. C'est un secret de polichinelle, cette affaire-là. Maintenant, la marche des femmes de l'an dernier avait été anti-Trump et avait vraiment rallié les femmes autour, en fait, de, justement, les oppressions liées à leur sexe. Il y avait les bonnets roses, etc. Cette année, c'est fascinant, dans certaines villes, il y a eu une reprise totale de ça par, justement, les organismes qui sont pro-sex work, qui sont pro-trans. Donc, un des organisateurs cette année de
de la Marche des femmes était Stella. C'est pas rien. Donc, d'un côté, Stella qui légitime la perpétuation de la prostitution, qui considère que c'est une industrie légitime, qui a raison de perdurer. Stella, étant donné son mandat de venir en aide aux personnes prostituées dans le ici et maintenant, elles ont toujours accepté les personnes trans. Je vois aucun problème à ce qu'un organisme fasse un choix. Tu sais, la clé, ils ont choisi non, parce que c'est un choix. Ils veulent adresser un certain type de problématique. Est-ce qu'il manque d'organismes pour les personnes trans? Mais totalement. C'est même pas une question. Moi, j'ai travaillé en itinérance chronique aussi pendant 4 ans, donc de devoir refuser des personnes aux portes d'un refuge parce qu'elles ne fitent pas dans le sexe général des gens. Par exemple, de devoir refuser une personne, une femme trans très féminisée au refuge pour hommes parce que la réalité, c'est qu'elle risque de se faire violer et attaquer. Donc oui, il manque cruellement de ressources pour les personnes trans. Puis je pense qu'elles ont besoin de ressources particulières avec des intervenants qui comprennent leur réalité. À ça s'ajoute justement l'hormonothérapie, avoir des soins compatibles avec la transition que la personne vit, avoir un accompagnement psychologique compatible avec ce que la personne vit. Que je m'excuse, mais un refuge comme Oldbury Mission, là, c'est vraiment pas la place où tu vas envoyer une trans. Donc, est-ce qu'il faut, ce que prendrait le lobby trans, ce serait sûrement de se battre pour qu'on accepte. Mais est-ce qu'on veut faire ça? Je sais pas. Moi, je pense que c'est une nouvelle niche, c'est une nouvelle problématique, mais aussi une nouvelle population vulnérable qui est tout à coup très, très présente, qui est out there. Alors, écoutons leurs besoins, mais justement, écoutons le besoin. C'est pas nécessairement toujours la demande, parce que la demande, peut-être, j'ai l'impression qu'elle est skewed en ce moment. Quelqu'un, je sais pas ce qu'on s'en va avec ça, mais c'est comme si on prône un hijacking des organismes féministes déjà existants. Quand moi, je pense qu'il faudrait créer en parallèle des organismes beaucoup plus adaptés aux particularités de ces personnes-là, dans l'objectif qu'elles soient mieux protégées et respectées, puis qu'elles se structurent entre elles aussi. C'est important de se structurer et de créer son propre lobby, justement, pour avancer nos propres intérêts. Et ce qui se passe quand les personnes trans intègrent les organismes pour les femmes, strictement femmes, ce qui se passe, c'est qu'on change les demandes. Tout à coup, on n'est plus en train de s'intéresser aux problèmes biologiques et aux oppressions depuis toujours de l'homme envers la femme. Là, tout à coup, on est dans la question des genres, puis là, on rentre dans plein d'autres affaires, la non-binarité, etc., qui sont toutes des problématiques légitimes, mais qui n'ont pas d'affaires, selon moi, au sein des organismes strictement pour femmes qui adressent d'autres choses. Puis, j'ai l'impression que ce takeover-là ne serait jamais possible si ces personnes-là n'avaient pas été socialisées hommes. J'ai l'impression qu'il y a une fougue, puis ils sont game, puis ils ont du guts. Puis ça, pour moi, je sens que ça provient d'avoir été socialisés hommes. Alors, regardez ma petite liste de devoirs. D'ailleurs, quand Mme Bouchard était à Concordia, elle a tenté de changer le nom d'un comité de femmes vers quelque chose de comité d'oppression des genres. Parfois, on élimine le mot femme. Moi, j'ai bien de la misère avec ça. J'ai de la misère à perdre des acquis. Puis je pense que tout le monde a de la misère à perdre des acquis. Fait créer vos propres patentes. C'est comme ça. Je catch pas. C'est comme si encore une fois la femme se retrouve encore une fois la plus opprimée. Parce que déjà, on a l'oppression des hommes, mais là, en plus, on a des personnes qui nous disent « je suis aussi femme que toi », blablabla. Au niveau social, oui. Dans la société, tu veux t'exprimer de façon genre, je vais absolument te considérer comme une femme. Mais au sein de la relation d'aide, au sein des agendas militants particuliers, comme je dis, j'ai des réserves, là. Moi, on dit que j'ai des réserves. Et puis, quand je vois comment c'est mélangé avec le lobby pro-sex work, ouf, là, je capote. Alors, d'autres choses que je voulais parler. Le combat des gays, depuis toujours, mais on peut dire, mettons, qu'il est plus loud depuis quoi, les années 50, 60, 70. Le combat des gays, là, on a fait. Je me dis là, c'est pas moi, je me sens pas inclus, j'ai jamais eu de préjugés. Mais le combat des gays, en tant que société, là, on a fait des erreurs lamentables dans la manière de traiter ça, de respecter ça, dans la façon qu'on a criminalisé, qu'on a dénigré, qu'on a dit que c'est dégueulasse, la sodomie, blablabla. J'ai l'impression qu'avec la question trans, on regarde en arrière comment on a traité les gays. Puis là, on se dit, il faut vraiment pas faire la même erreur. Là. Fait que là, ayons une extrême prudence. Prenons tout ce qu'ils disent, là, pour du cash. Là, puis on ne peut pas trop questionner si une personne dit quelque chose et s'affirme comme quelque chose, il faut absolument le prendre pour ce que c'est, ne pas le questionner. Ça, encore une fois, c'est touché parce que quand une personne décide de faire un processus de transition de sexe, elle va aller voir, il y a un long processus qui passe par médecin, psychologue, spécialiste, etc. Puis on nous dit qu'on ne devrait pas du tout juger l'identité que quelqu'un se donne et s'affirme.
Mais c'est ça que le psychologue il va faire quelque part, avec son expérience clinique, en espérant qu'il y ait une lancée ouverte, qui s'intéresse à une image large, qui voit aussi est-ce qu'il y a des facteurs traumatologiques. C'est particulièrement important dans le cas des transitions d'enfants. Est-ce qu'il y a des facteurs traumatologiques à éliminer avant de conclure que la transition est vraiment le meilleur choix? Parce que, c'est une... Oh mon Dieu, vous réalisez pas. C'est une médicalisation à vie. On fabrique un patient à vie. J'ai rien contre le fait qu'une personne veuille le faire. Je peux avoir une tolérance aussi pour les personnes adolescentes. Quand c'est vraiment une identité là, très ferme, mais aussi atteinte de manière saine. Parce que comme je dis, quand il y a des facteurs traumatologiques, il faut regarder ça avant de sauter à la conclusion que la transition est systématiquement le meilleur choix. Il ne faut pas tomber dans des prisons esthétiques. Puis est-ce qu'on est bon, les humains, à tomber dans l'esthétisme? Pour moi, une personne qui rentre dans, mettons, exemple, une secte ou qui tripe sur le gambling ou n'importe quoi, il y a un grand facteur esthétique là-dedans. Ce que je veux dire par esthétique, ça veut dire c'est que ça lui plaît, ça le rejoint, ça vient combler quelque chose, ça occupe beaucoup d'espace mental, ça crée un in-group, une identité de groupe à laquelle s'identifier. Donc chez les jeunes, quand on sait comment l'identité est encore tellement flexible puis en développement et que le cerveau n'est pas complètement formé jusqu'à environ 25 ans, la prudence s'applique au départ, là. Je me suis chicanée avec du monde en ligne il y a encore une couple de mois parce que moi, je pensais vraiment qu'il faut respecter absolument ce qu'un enfant dit. Puis, j'ai été un peu contre mon intuition, puis j'ai écouté le fameux documentaire, je crois que la BBC avait produit, puis je suis allée plus loin dans mon raisonnement, puis j'ai écouté les réticences des autres. J'ai fait, Simonac, c'est vrai, ça vaut du sens. Ça fait du sens parce qu'on fabrique vraiment un patient à vie. On crée possiblement des problèmes plus tard, comme par exemple, justement, l'hormonothérapie peut amener d'autres problèmes de santé graves, des cancers, le besoin de retirer les organes internes pour éviter que ça fasse du cancer quand c'est mélangé avec l'hormonothérapie. C'est très complexe. Et le monde pense que juste le changement, l'opération là, pour, mettons, se faire les organes génitaux complets, que c'est juste une opération. Là. Non, c'est un soin à vie. Là. Je veux dire, moi, j'ai trouvé une personne trans sur Internet qui l'expliquait très bien. Ça s'appelle Autumn Asphodel. Autumn, comme la saison, puis Asphodel avec un PH. Puis cette personne-là expliquait, avec beaucoup de... très candide, là, tu sais, c'est généreux de sa part, on m'a dit d'avoir fait ça. Le long processus de dilatation qu'ils doivent vivre, parce qu'une fois qu'on leur a fabriqué un vagin, il est vraiment pas proche d'être fonctionnel. Ils doivent le dilater lentement pour atteindre une capacité de pénétration supérieure à un petit doigt, puis après ça, ils doivent le maintenir. Donc, on doit constamment, si on n'a pas de partenaire, puis on n'a pas de relation sexuelle régulière, tout le reste de sa vie, il faut continuer comme des exercices, comme quelqu'un qui voudrait, une femme après sa grossesse qui doit travailler son plancher pelvien avec des exercices de Kegel. Mais une personne trans, une femme trans à vie va devoir maintenir les acquis de cette chirurgie-là, puis faire un processus de dilatation. Donc, c'est vraiment pas banal. Mon Dieu, toute chirurgie, en fait, n'est pas banale. Il faut y penser. Oui, le désir de conséquence, il est important, il faut qu'il soit écouté. Je comprends aussi le fait que les bloqueurs hormonaux, hormone blockers, là, que pour certaines personnes, la venue de la puberté, de voir les caractéristiques du sexe qu'ils veulent pas, commencer à s'exprimer, puis de justement développer la mâchoire carrée, la voix plus grave, la pomme d'Adam, ces choses-là, ça peut être vraiment super traumatisant, leur faire vivre ce qui est appelé de la dysphorie de genre, qui est une situation de détresse immense. Donc, pour certains cas, c'est à la compétence du personnel médical et vraiment d'un processus clair et sain. Donc, si un enfant est bien accompagné avec des parents qui tu sais, il faut que les parents soient vraiment hands-on à faire de la recherche, à écouter, à justement être capable d'expliquer aux enfants aussi c'est quoi l'autre côté de la médaille. Parce que oui, tu vas faire ces démarches-là, mais ça amène ça aussi comme problème. Tu pourrais perdre telle ou telle chose. Si plus tard, tu décides que tu changes d'idée. Et le changer d'idée, il n'est pas si rare que ça. C'est ce que nous démontre de plus en plus. Encore une fois, la science transsexuelle est très, très récente. On n'a même pas suffisamment d'années de recul pour vraiment avoir des données fiables. Puis même chose pour l'hormonothérapie. On n'a pas suffisamment de recul pour voir qu'est-ce que ça va faire à long terme sur le corps et puis sur des choses qui sont clairement encore impossibles à imaginer. Donc, principe de précaution et puis trouver un juste compromis entre le besoin vraiment important de la personne de s'exprimer, mais aussi les connaissances scientifiques et les risques. Il faut être raisonnable, il ne faut pas rentrer dans le dogme de
Tu peux pas critiquer mon choix, c'est mon identité à tout prix. L'identité, ça change. J'ai eu tellement d'identité dans ma vie, je suis vraiment pas qui j'étais à 25 ans, encore moins qui j'étais à 16 ou 17 ans, et pourtant j'affirmais avec fermeté, je suis telle ou telle chose. Ça, c'est une autre chose qui m'amène à un autre point de dire, si on arrive d'un courant de croissance personnelle, comme par exemple bouddhiste ou etc., ce qui est promu puis ce qui est sage là-dedans, c'est cette idée d'arrêter de s'affirmer par le je, de dire je suis ça, je suis ça. Des fois, j'entends du monde me parler, là, pour dire ah, moi, je suis comme ça, puis c'est de même, puis nanana, puis je leur dis, mais fais attention parce que tu consolides une genre de prison de laquelle tu peux plus sortir. Parce que Primo t'a dit à tout le monde que tu étais de même, et que tu t'es peinturé dans un coin. Tu te donnes pas le droit d'évoluer ou de changer. Puis je suis. C'est pas. Moi, je préfère maintenant m'affirmer par plutôt cette idée de I stand for this or that. Tu sais, au lieu de dire je suis ça, je dis ben voici les valeurs qui me muent, qui me véhiculent. J'essaie de m'exprimer par une série de valeurs au lieu par une série de définitions de je suis ci, ça. Puis de me laisser cette zone de croissance. Parce qu'il y a longtemps, on aurait pu dire « je suis d'une telle manière ». Puis maintenant, on dirait complètement le contraire. Et puis c'est ce droit d'évoluer-là qu'il faut se laisser. Voilà. OK. Bon. Aussi, les droits des femmes, une autre raison pour laquelle on se bat, puis qu'on vous rappelle que c'est important, c'est qu'il faut se souvenir qu'en temps de guerre ou en temps de conflit, la première chose qui va reculer, c'est les droits des femmes. C'est la première chose qu'on va perdre. On va perdre le droit à l'avortement, une droite religieuse peut monter dans la politique, puis ça recule. Et dès qu'on a des conflits politiques, économiques, sociaux, les droits des femmes reculent. Donc, c'est jamais gagné. Et puis, en temps de guerre, le viol de guerre demeure une arme à ce jour, toujours violemment imposée au corps des femmes. Fait que j'ai l'impression que nos combats ne sont jamais gagnés, puis c'est pour ça qu'il faut qu'on soit là-dessus, sur ce dossier-là. Il faut que les femmes s'occupent de ce dossier-là. Maintenant, si on parle de la question identity politics, c'est la politique identitaire. En ce moment, il y a comme une fragmentation des combats. Au lieu de se rappeler tous ensemble, dans cette zone publique intersectionnelle, donc ça veut dire qu'on a eu des dialogues ensemble dans nos groupes fermés pour justement en venir à exposer c'est quoi notre agenda, c'est quoi nos demandes, c'est quoi notre combat. Puis ensuite, on se rencontre dans la zone publique. Ça peut être des colloques, ça peut être des regroupements, ça peut être, ou des manifs où est-ce que tu as plein de comités différents. Et puis ensemble, on se concentre sur c'est quoi les vrais ennemis, le capitalisme et le patriarcat. Donc, l'identité, la politique identitaire, j'ai l'impression, encore une fois, ça touche à cette question de croissance personnelle-là que je dis qu'il y a quelque chose de touché à s'affirmer par je suis ici, ça tout le temps. Puis, elle fragmente encore plus nos combats. Là, tu te retrouves avec justement des groupes choqués qui vont dire, par exemple, des femmes racisées qui vont préférer militer on the side et ne pas s'associer avec ce qu'elles vont appeler des femmes blanches bourgeoises. Ben, oui, on pourrait dire que j'ai un vécu de femme blanche bourgeoise. Je pense aussi que c'est ma job d'avoir beaucoup de préoccupations pour ce que les autres disent, puis pour justement entendre les doubles et les triples oppressions que vivent mes consoeurs partout. Fait que je suis pas sûre que cette fragmentation-là, je pense qu'on est assez intelligent puis assez empathique quand on le veut pour vraiment prendre en compte justement nos propres privilèges. Ma job, en fait, c'est de ne pas utiliser mes privilèges. Puis je le fais tout le temps, et que ça soit d'avoir des passe-droits à cause de mon apparence, puis on en a, là, c'est pas une joke, là. Les personnes le considèrent de belle apparence, on a des passe-droits partout. Puis moi, je les prends pas. C'est ça ma job, c'est de pas les prendre. Puis c'est de les nommer. Puis c'est de dire à une personne qui est en train de me faire un passe-droit, OK, mais, tu sais. Fait que, OK. Maintenant, avant, là, la question maintenant de la marche des femmes, on revient là-dessus. Ça, c'est comme vraiment hardcore, là. On va nous parler de la pluralité des expériences, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs manières d'être femme. Ben, encore une fois, oui, au niveau du genre, de l'expression de genre en société, oui, il y a plusieurs manières d'être femme. Au niveau de la réalité biologique, ça réfère quand même à autre chose. Donc, quand cette année, on se retrouve à la marche des femmes à Vancouver et que la personne qui prend parole est
foncièrement un homme qui est en plus dominatrice de surcroît. Donc, on a un pied dans l'industrie du sexe. Dans une industrie du sexe, c'est quand même violent. Je suis pas encore naïf sur la question du fétichisme. Essayez pas de tasser ça facilement en pensant que je suis prude, là. Moi, à 17 ans, mon premier appartement, c'était en haut du fétiche café. Fait que calmez-vous, j'ai un pied dans la scène fétiche depuis longtemps, je comprends absolument la game. Mais de là à dire qu'à la marche des femmes, la chose qui était appropriée à mettre de l'avant, c'était ces agendas-là, ces idées-là et cette représentation-là. Encore une fois, je vous dis, on est en train d'effacer les femmes des causes des femmes. Puis elle est là ma réserve, puis je veux en parler et je me ferai pas silence, là. I will not be silenced. Puis je suis pas méchante de le dire. Donc, voilà. Une autre chose aussi, il y a des domaines d'expertise dans la vie. Une femme trans, elle n'ira jamais voir un gynécologue parce qu'elle n'a pas de gyné. Okay? Le gyné, là, tout ce qui a rapport à l'appareil reproducteur, l'utérus, les ovaires, elle n'a pas ça. Donc, une femme trans, elle va aller voir quelqu'un qui s'occupe de l'hormonothérapie, le mot ne me reviendra pas, un endocrinologue. Elle va aller voir son chirurgien esthétique qui est spécialisé dans la reconstruction de sexe. Donc, encore une fois, mais est-ce qu'on va en venir à exiger que les gynécologues aillent se spécialiser pour les femmes trans? Est-ce que ça va être ça la réalité? Est-ce qu'on veut ça? Moi, là, quand j'ai besoin d'un neurologue, j'ai besoin d'un neurologue. J'ai pas besoin d'un médecin de famille. J'ai besoin d'une personne qui a une spécialité dans la neurologie. Et je souhaite aux femmes trans d'avoir les meilleurs spécialistes possibles dans leur particularité et les soins qu'elles ont besoin. Fait qu'on va se rendre où à vouloir faire cette intégration-là puis à ne pas reconnaître des différences biologiques fondamentales qui sont pas un fucking problème. C'est pas un problème d'être une femme trans. C'est pas un problème d'être une femme ou un homme ou non-binaire ou ce que tu veux. On n'est pas dans on regarde pas le problème de la bonne lentille. On se fragmente entre nous. C'est choquant. C'est choquant. On n'avance pas. On crée des sous-groupes. Oh mon Dieu. Aussi, vous remarquerez que si on revient à cette idée de privilège masculin, ben, moi, je vois pas d'hommes trans, donc de personnes nées femmes devenues hommes. Je vois pas d'hommes trans militer pour entrer dans les boys clubs non plus. Puis, on les entend très peu. Est-ce que c'est parce qu'elles ont été socialisées femmes? C'est toutes des questions intéressantes que des sociologues étudieront éventuellement. C'est des... Oh mon Dieu, on ne sait pas tout. On peut dire la prudence. Bon. Pourquoi j'utilise pas le mot cis? Je ne sais pas si j'ai terminé cette discussion-là, parce que je m'en vais un peu partout. Pourquoi j'utilise pas le mot cis? C'est aussi parce que, selon la définition, quand on nous dit que moi je suis cisgenre, je suis une femme cis, c'est eux, le vocabulaire qu'ils utilisent, c'est de dire qu'on m'aurait assigné le sexe femme à la naissance. Mais on ne me l'a pas assigné, on l'a constaté. On a regardé mes organes génitaux, on a dit elle est femme. Puis jusqu'à preuve du contraire, elle est femme. Puis si à un moment donné on se rend compte qu'il y a une dissonance, on devra rapidement s'ajuster. Il est là le problème. Dans le non-ajustement, il est dans le fait qu'une personne, ça devient une prison. Tu sais, elle est née femme, on a des attentes de femme, on lui impose femme, puis elle n'a pas le droit de devenir autre chose. Même chose, tu es né homme, tu vas être un garçon, puis tu vas être fort, puis tu vas être ci, puis ça. Puis tes parents, ils te laisseront pas devenir une fille parce qu'ils vont trouver ça, ci, puis ça. Il est là le problème. On peut-tu adresser le vrai problème? Le problème, c'est pas d'être un homme ou une femme ou de pas se sentir proche d'un de cette binéralité-là. Le problème, c'est la prison, la construction sociale dans laquelle on est pris. Bon. OK. Une autre anecdote que je veux parler. Au sein de Québec solidaire aussi, on a tenté cette année au Congrès. J'étais au Congrès en tant qu'une des plusieurs, on est plusieurs délégués par secteur, puis pour Sainte-Marie-Saint-Jacques, que j'habite depuis toujours. J'étais déléguée pour QS et puis j'ai été choquée au comité de voir qu'il y a eu la demande. Ça a été éliminé là, comme demande, ça n'a pas passé, mais quand même, c'est ça que je vous dis, le lobby trans, mais le lobby queer en fait, on va peut-être l'appeler de même aussi. Tout ce qui est queer, tout ce qui est comme qui se sent pas confortable dans cette binarité-là ou dans cette expression de genre ou de sexualité ou d'attirance sexuelle-là. On va appeler ça, mettons, le lobby queer. Il y a eu une forte pression de vouloir changer le nom du comité femmes pour l'appeler encore une fois comité des oppressions reliées aux genres, blablabla. C'est un takeover, c'est un hijacking, c'est choquant. Pourquoi vous ne créez pas votre propre comité on the side, puis on va vous soutenir, mais total. Bon, une chose de bien que Québec solidaire fait, c'est qu'ils ont créé un troisième micro. Donc déjà, il fallait créer un deuxième micro, OK. Micro, s'il y avait juste un micro, la réalité de ce qui se passe, puisqu'on est dans une société patriarcale et que les hommes sont habitués de s'affirmer beaucoup plus, la réalité, c'est que s'il y a un seul micro,
tous les hommes vont prendre la place, puis sur un line-up de 30 personnes, tu vas peut-être avoir 3-4 femmes. Et puis si on regarde la ratio homme-femme, elle ne sera pas égale. Donc Québec solidaire a rapidement créé un deuxième micro, le micro femme. Par la suite, un troisième micro, le micro dit non-binaire pour les femmes qui ne sont pas confortables avec autant l'étiquette homme que femme. Donc ça, c'est bien, ça offre cette capacité d'aller et de parler. Maintenant, bémol, qu'est-ce qui se passe si un jour le micro non-binaire devient hijacké? Parce que techniquement parlant, si tu es une personne qui se considère non-binaire, tu as énormément plus de chances de tour de parole. Il suffit que tu te pointes au micro, en fait, parce qu'ils sont peut-être, je sais pas, 3, 4, 5 individus au congrès qui se sont levés pour utiliser le micro non-binaire. C'est vraiment pas beaucoup. Mais mettons qu'à chaque question, tu décides de te lever. Puis la manière que ça fonctionne, ça va faire micro-femme, micro-homme, micro-non-binaire, micro-femme, homme non-binaire. Donc, si il y a toujours les mêmes personnes qui se lèvent au micro-non-binaire, ben là, il faudra en reparler. Il faudrait voir. Tu sais, c'est délicat. Si on veut, il n'y a rien de plus compliqué que la démocratie. Hein. Si on veut vraiment une réelle représentation, une réelle opportunité démocratique, ça prend bien du travail. Vous n'aurez pas ça avec du tout noir, tout blanc, puis ça ne sera jamais facile. Moi, je suis prête à faire cette démarche-là. Je suis prête à écouter les gens aussi pour voir vraiment c'est quoi le besoin qui est derrière la demande. Donc, on n'a pas assigné femme à la naissance, on l'a constaté. Puis comme moi, ça donne, comme une majorité de gens, que ça n'a pas créé un conflit en grandissant avec mon sentiment d'identité, ben c'est bien correct. Puis je vois pas, quand on pousse vers, ça c'est une autre affaire, les jeunesses parlementaires cette année, ça c'est des jeunes de, je crois, 18 à 25 ans, qui, pendant que le Parlement est fermé, vont pratiquer. Donc, ils vont comme faire des fausses parlementaires puis essayer de proposer des fausses lois. Donc, cette année, ils ont proposé, entre autres, la fausse loi pour écoutez bien ça, nationalisation de l'industrie du sexe, qui incluait de nationaliser la pornographie, que ce soit l'État qui devienne le seul producteur legit de la pornographie, blablabla. Je ne peux même pas rentrer là-dedans. Mais en gros, j'ai contribué à cette réflexion-là. J'ai été référée par des gens qui se sont rendus à moi et qui m'ont interviewé pour avoir mon point de vue sur la chose. Et puis finalement, ça n'a pas passé. Mais une autre des choses qui essayait de faire passer, une autre de ces faux projets de loi-là qui pratiquaient les jeunes aux jeunesses parlementaires, c'était cette idée dans une société non-genrée. Puis ça allait loin en tabarnak, là, ça allait jusqu'au point d'avoir l'interdiction de demander le sexe du bébé avant la naissance, d'avoir aucune mention de genre ou de sexe. Encore une fois, le sexe ne devrait pas être un problème. D'avoir un M ou un F ne devrait pas causer d'anxiété à une personne parce qu'elle réfère à une réalité biologique puis à des conditions médicales propres. Une autre chose qu'il faut parler, c'est que en science, c'est le plus patriarcal qu'il n'y a pas dans les études encore parce que les modèles qu'on utilise pour tester les médicaments, les approches nouvelles en pharmacologie, c'est toujours fait sur des sujets masculins, c'est toujours des souris masculines. Donc, encore là, en science, on a un gros travail à faire, je ne sais pas comment dire en français, to account for the variety. Pour en venir à prendre en compte le fait que la balance hormonale féminine va faire qu'un tel médicament va être reçu, utilisé ou stocké dans les organes, ou n'importe quoi d'une manière complètement différente que chez un homme. Donc, si on était vraiment évolué là, au niveau scientifique, là, c'est ça qu'on ferait. On s'assurerait d'avoir des modèles masculins et féminins pour tester les médicaments, puisque le mammifère est binaire. OK? Ça fait que les femmes sont énormément désavantagées par la médecine au niveau pharmacologique parce que on ne prend pas en compte la balance hormonale qu'on a en nous qui va faire qu'un médicament va être justement absorbé ou pas. C'est un univers fascinant que je maîtrise pas très bien, mais duquel j'ai quand même la précaution de dire wow, it's a big deal. Donc, je peux en venir à dire comment ça serait important de savoir le sexe biologique de naissance d'une personne quand ça vient à appliquer des traitements médicaux, particulièrement tout ce qui a rapport à l'endocrinologie. Maintenant, moi, je pense que d'essayer de vivre dans une société neutre en termes de genre, là, je pense que foncièrement, ça escamote une blessure beaucoup plus grave parce que ça devrait pas être un fucking problème d'être un homme ou d'être une femme. Il devrait pas avoir une prison de sens qui vient avec l'un ou l'autre et avec la fermeté de cette binarité-là. Les gens devraient avoir le droit de se promener sur ce spectrum-là de manière esthétique, frivole, sensée, heureuse, comme ils veulent. Je m'en calisse, c'est pas important.
Moi, je suis pas dans le jugement de valeur. Au contraire, si on veut accuser, c'est quoi qui est puritain? C'est ces jugements de valeur-là que la société passe sur les différentes expressions de genre. Elle est là, la vraie prison. C'est ça que je dénonce fondamentalement. Alors, une autre chose qu'il faut prendre en garde aussi, c'est la rapidité que s'est créé le curriculum des études trans. Comme je dis, ça fait environ 10 ans que ça s'est structuré, en gros, la science trans, au niveau sociologique aussi. Donc là, j'ai jamais vu un domaine de compétences arriver aussi vite à l'université, puis être partout, puis prendre toute la place. C'est vraiment fascinant, comme à l'idéologie trans, ça s'est immiscé vite partout. Puis j'ai cette impression-là que c'est parce qu'on a tellement fait d'erreurs avec les gays, puis avec d'autres types de pressions par le passé, que là, on est comme, faut vraiment pas se tromper sur celle-là, fait que laissons-leur tout le terrain. Mais c'est pas une idéologie qui a assez de background. C'est comme dans l'idéologie trans, de respecter la volonté d'un enfant dès qu'il l'affirme, puis de l'encourager à exprimer le genre qu'il souhaite, c'est ce qui est prôné. Et dès qu'on arrive avec des bémols, puis qu'on dit, est-ce qu'on pourrait pas, par exemple, faire un suivi psychologique puis vérifier s'il n'y a pas d'autres facteurs, s'il n'y a pas d'autres mal-être de vivre qui font qu'on choisit, mettons, esthétiquement, de prendre cette façon de s'exprimer-là pour en fait cacher peut-être quelque chose d'autre, qui a une douleur, un mal-ajustement, peu importe. Ça peut être aussi simple que dans le documentaire, il montrait le cas de la femme a vécu beaucoup de violence conjugale avec le mari et tout, puis elle se retrouve mère monoparentale, puis son petit gars, suite à tous ces traumas-là, décide non, je veux devenir femme. Mais est-ce que ça, dans des cas comme ça, dès qu'on voit qu'il y a un cheminement avec des événements traumatologiques, il faut absolument débroussailler ça pour s'assurer que c'est pas normal qu'une personne se suicide parce qu'elle vive une anxiété trans. Ça n'a pas d'allure. Il faut adresser la souffrance profonde qu'il y a derrière ça. C'est pas le fait d'être trans qui amène à se suicider. C'est la non-acceptation sociale. C'est comment la société est méchante. Tu sais, adresser le bullying à l'école, c'est la meilleure chose qu'on peut faire pour aider les personnes trans, en fait. Puis s'assurer que leurs droits de transition sont encouragés et respectés pour qu'ils vivent des vies pleinement épanouies. Tout ça, c'est dans le cadre de la loi. Tout ça, c'est correct. Comme je dis, c'est le hijacking des organismes féministes qui me dérange. Alors, puis tu sais, on ne viendra pas à avoir des précautions qui n'ont pas d'affaire à l'aide, tu sais, de dire d'élever un enfant de manière non genrée. Si c'est au niveau esthétique, de dire à cet enfant-là, j'impose pas telle ou telle couleur ou tel choix de jouet ou j'assume pas que parce qu'il est un garçon, il va être attiré à ça ou parce qu'il est une fille, il va attirer à ça. Donc ça serait la bonne manière d'élever un enfant de façon non genrée. Mais d'élever un enfant non genré en n'utilisant pas les pronoms comme il ou elle, ça, à un moment donné, moi, je trouve que c'est du délire parce que l'enfant n'a même pas manifesté un problème. On est en train de lui fabriquer un faux problème quand il n'en est même pas rendu là. Quand on sait que la majorité des gens n'auront pas de problème d'identité de genre, puis que ce qu'il faut adresser, c'est en tant que société, c'est que le fait que l'identité de genre soit un problème, quand on n'est pas un. Fait qu'on n'adresse pas la vraie chose. On est dans des solutions, la band-aid drastique, qui nous divisent, qui nous séparent, qui nous aliènent. Ce qui m'amène à vous parler d'une anecdote que j'ai trouvée vraiment choquante. Je travaillais aux élections municipales en novembre dernier. Et puis, toute la journée, on était à la table de scrutin, moi et ma collègue. Vous le savez, là, c'est des grosses journées de 13-14 heures faire ça. Et puis toute la journée, on accueillait les gens avec grande politesse, avec beaucoup de plaisir à faire ce qu'on fait. Entre nous deux, quand il n'y avait pas de monde, on jasait, on avait du fun, on refaisait le monde politiquement. J'étais tombée sur une femme vraiment chouette, une femme d'origine russe. Et puis, à un certain point, plus tard dans la journée, vers la fin de notre chiffre, se présente une personne qui a tout l'air d'une femme et qui est accompagnée d'un jeune garçon. Puis elle se présente pour voter. Puis, moi, je prends sa pièce d'identité. C'est une femme, c'est écrit F, puis c'est un nom de femme. Puis je barre sur la liste son nom. Et ensuite, ma camarade, sa job, c'est de donner le crayon avec le bulletin de vote. Puis elle dit « Madame ». Elle s'adresse à elle en disant « Madame ». Puis là, la dame, la personne en question, elle a sauté plomb. Elle nous a dit, en gros, que en 2017, on devrait avoir plus de prudence que ça, puis ne plus utiliser monsieur puis madame, justement par prudence pour les... T'es la seule dans toute la journée à qui ça a causé problème. Puis pourquoi ça te cause un problème de te faire appeler madame? Qu'est-ce qu'il y a de dégueulasse puis de méchant à t'appeler madame? Puis à partir du moment où tu me le dis, que tu préfères être appelé autre chose, que ça soit, je sais pas comment ils appellent ça en français, en anglais ils utilisent they ou des choses. Quand j'entre dans ta vie, tu vas me dire comment tu veux que je t'appelle, puis ma job, c'est de m'y conformer. Ma job, c'est de respecter ton désir d'être appelé par tel ou tel pronom ou de ne pas être appelé par telle ou telle référence de genre, et je vais
m'y contraindre pour être dans ta vie. Ça va être mon choix que pour être dans ta vie, je vais accepter que c'est ça que tu désires. Mais dans la sphère publique, que quelqu'un se sente offensé parce qu'on dit « Monsieur, Madame », surtout que tu peux le corriger en une fraction de seconde. Tu peux, mettons, faire positivement de la pédagogie en disant « Ah, je préfère être appelé de telle façon. » C'est tout, c'est réglé. Là, je viens d'apprendre qu'il y a des gens qui ont une petite précaution. Mais tu me l'as imposé violemment, dans le sens, t'étais choquée, t'étais fâchée qu'on ait osé t'appeler. Puis, en plus, ma camarade d'Europe de l'Est, elle n'est pas toute familière avec ces notions-là. C'est tout nouveau pour elle. Elle n'est pas méchante pour Saint-Saëns. Elle t'appelait madame. En plus, t'as l'air d'une femme, puis t'arrives avec un enfant. Son réflexe, il n'y a aucune intention méchante, donc c'est pas justifié la réaction qu'il y a eu après. En tout cas, on n'adresse pas les vrais problèmes. Le monde se choque, pas pour les bonnes choses. Je m'excuse, mais être une madame ou être un monsieur, c'est pas dégueulasse, c'est pas propre, c'est pas rien de ça. C'est des mots qu'on utilise depuis toujours. La langue française, elle est genrée. Il n'y a pas grand-chose à faire avec ça. On peut faire des efforts, justement, de la rendre inclusive, de la rendre non genrée. De la misère avec ça. Mais de la rendre inclusive. Maintenant, je fais un effort conscient. C'est lourd écrire en féminisant les textes. Mais c'est quoi? C'est que si je le fais pas, ça invisibilise les femmes. Puis c'est un de mes amis qui avait fait une prise de conscience de ça. Il traduisait un texte ouvrier de l'anglais au français. C'est un texte de militant syndical révolutionnaire, parce que je m'associe à plein de sortes de crapules de gauche. Et puis, en lisant le texte en anglais, ça décrivait seulement l'expérience des travailleurs, mais en devant le franciser, puisqu'on a fait une décision en tant que comité de franciser les choses, de féminiser les choses. Mais là, tout à coup, c'était les travailleurs et les travailleuses. Puis là, tu te rendais compte, aïe, il y a des femmes dans cette image-là. Mais quand tu lisais le texte en anglais, tu ne te serais pas visualisé une femme dans la position de ce combat-là. Et c'est pour ça que c'est important de féminiser les textes et d'avoir une langue qui prend en compte. Mais là, comme je dis, je suppose qu'on est rendu que les gens sont offensés. Je sais pas. J'ai pas la réponse, mais je pense pas qu'on se fâche pour les bonnes choses. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? Je pense qu'on y arrive. Ouais, on y arrive pas mal. Mais en tout cas, il y avait un commentaire de Gabriel Bouchard que j'avais pas aimé, là, de dire que d'appeler ça, je cite, d'appeler ça maternité, c'est de le genrer. Ben, c'est genrer la maternité. C'est la biologie d'une femme qui met au monde un enfant. C'est comme ça que c'est fait. Il faut l'accepter. C'est la réalité de la chose. Je sais pas, encore une fois, on nous enlève quelque chose. Hey, sacrément, la maternité, c'est bien la seule chose. On se fait violer, on se fait tuer pour ça. On est des réceptacles aux gènes des hommes dans des guerres, dans des conflits depuis toujours. Voyons donc. Vous n'allez pas m'enlever la maternité, ça n'a pas de sens. La plupart des oppressions que je vis viennent de ça. La pauvreté. Je suis pas personnellement mère, mais je parle au nom des mères, justement, là, qui vont vivre une grande précarité. Je dis toujours qu'on n'aura jamais l'égalité des sexes au Québec et partout ailleurs, tant qu'on aura des hosties de every second weekend dad, là. Tant qu'on n'aura pas la garde partagée comme étant la norme, on ne va jamais atteindre l'égalité. Parce que maman, à la maison, elle a toute la charge mentale, elle va aux réunions d'école, elle fait les devoirs, tout, puis papa, un week-end sur deux, il a juste les bouts de le fun. On achète de la pizza congelée, on les plug sur des jeux vidéo, puis c'est juste le fun. Voyons donc. Le manque criant de modèle paternel est complètement autre problème, mais relié à ça. Parce que si on avait des représentations de genre saines, est-ce qu'on en serait dans cette situation-là où les gens décrivent des douleurs profondes reliées aux questions de genre? C'est intéressant quand même comme question. Ça fait que je reviens sur le fait que je pense que le lobby trans a vraiment intérêt à ne pas se définir par des réalités biologiques, tandis que nous, les femmes, nos oppressions depuis toujours, depuis fucking toujours, centaines de milliers d'années, depuis toujours, elles sont reliées à notre biologie qui est foncièrement différente, à notre gabarit qui est plus petit que l'homme, à ce rôle-là de nourricière, qu'on reste à la maison, qu'on s'occupe de la sphère personnelle pendant que monsieur, lui, peut faire des grandes choses puis s'épanouir à d'autres niveaux. Donc, tout ça, c'est relié au fait que j'ai un utérus. Puis ensuite, c'est relié au fait de comment on a été socialisé. Et puis, on a un contrôle là-dessus. On peut choisir, à partir de maintenant, de socialiser nos enfants d'une manière différente, d'une manière ouverte, d'une manière fluide. OK. Ben, je pense que j'ai tout dit. C'est beaucoup de choses.
Puis je vous dis, là, j'étais très, très nerveuse de parler de ce sujet-là. Fait que je vous invite à me poser des questions que je vais répondre en commentaire. Et aussi à me suggérer des thèmes. Parce que si vous ne suggérez pas de thème, ben la semaine prochaine, je risque de faire un retour peut-être sur le sujet de la prostitution ou un autre sujet que je maîtrise bien, qui reste toujours du debunking à faire. Fait que c'est ça. Envoyez-moi vos suggestions. Si vous avez des liens d'articles pertinents, vous pouvez le poster dans les commentaires en ajoutant peut-être quelque chose qui est incitatif à lire, de dire pourquoi vous pensez que cet article-là il est intéressant. Puis, je vous rappelle que l'amour, c'est beau. Puis que moi, je fais ça avec justement beaucoup d'amour puis de désir de connexion humaine puis de rapprochement. Ça fait que j'espère que c'est partagé. À date, ça a vraiment été élégant puis gracieux. Je m'attendais à quand même un backlash là, suite aux vidéos de la semaine dernière, qui n'a pas eu lieu pour l'instant. Je reste sur mes gardes parce que le lobby pro, il peut être choqué n'importe quand. Puis, c'est ça. Donc, beaucoup d'amour. Puis là, ben, je vais me reposer parce que je dirais que toujours la veille avant de faire une vidéo de même, là, je stresse un peu là. Fait que je vous embrasse et je vous encourage à me suggérer des thèmes. Ça va être vraiment intéressant. Sinon, une autre chose que j'aimerais beaucoup parler, c'est d'athéisme, de science, de raison, de méthodologie scientifique. C'est vraiment quelque chose qui me tient super à cœur parce que je pense que ça empêche des erreurs de raisonnement. Puis de se peinturer dans des coins esthétiques aussi. Fait que si vous avez envie que je parle de ça, je peux parler de ça. C'est cool. Merci beaucoup d'être là. It means the world to me. Bye bye!